apprendre à voir ce que la majorité ne remarque jamais. Les opportunités n'appartiennent pas aux rêveurs passifs, ni aux spectateurs attentifs, aux seules illusions visibles. Elles appartiennent à ceux qui osent voir, à ceux qui agissent avec discernement, et à ceux qui transforment la perception en actions concrètes, éthiques et fructueuses. Ceux qui comprennent et appliquent cette leçon découvrent que le monde est toujours plein d'occasions, mais que seules celles qui sont saisies avec courage, conscience et constance deviennent des réalités durables. Business Opportunities, un ouvrage puissant de Henry Harrison Brown, écrit à une époque d'expansion industrielle où l'esprit d'initiative façonnait le destin des hommes. Ce livre ne parle pas de chance, mais de vision, à un moment où le monde se transformait pour ceux qui savaient observer. Plus d'un siècle plus tard, à l'ère numérique et de la surinformation, son message reste étonnamment actuel. Ici, vous n'apprendrez pas à courir après les occasions, mais à les reconnaître. La promesse est simple et exigeante. Introduction. La plupart des gens passent à côté des opportunités non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'ils s'attendent à ce qu'elles se présentent de manière spectaculaire, évidente et rassurante. Beaucoup imaginent l'opportunité comme un événement clair, presque bruyant, qui s'imposerait de lui-même et ne laisserait aucune place au doute. En réalité, les opportunités importantes arrivent souvent discrètement, sous des formes imparfaites, parfois inconfortables et rarement accompagnées de garanties. Elles ne crient jamais, elles murmurent à ceux qui savent écouter et observer au-delà des apparences. L'une des erreurs les plus répandues consiste à croire que l'opportunité ressemble à une chance soudaine ou à un coup de hasard. La chance est aléatoire. Elle échappe à toute maîtrise. Le hasard est aveugle. Il n'a ni intention ni direction. L'opportunité consciente, elle, naît à la rencontre entre une situation et un esprit préparé. Deux personnes peuvent être placées devant la même possibilité. L'une la voit et agit, l'autre ne perçoit rien et attend encore. La différence ne se situe pas dans l'événement, mais dans la capacité intérieure à reconnaître ce qui a de la valeur avant que cela ne devienne évident pour tous. Le regard intérieur est donc une condition préalable essentielle. Ce que l'on porte en soi détermine ce que l'on remarque dans le monde extérieur. Un esprit enfermé dans la peur du risque, du jugement ou de l'échec filtrera toute situation à travers ses craintes et finira par rejeter ce qui pourrait pourtant devenir une occasion majeure. À l'inverse, un esprit entraîné à observer, à questionner et à relier les éléments entre eux développera une sensibilité particulière aux signaux faibles. Les opportunités ne se présentent pas toujours comme des solutions, mais souvent comme des problèmes à résoudre, des manques à combler ou des besoins encore ignorés. Comprendre cela change profondément la manière d'agir. Attendre passivement qu'une opportunité parfaite apparaisse revient à rester immobile pendant que le monde avance. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents ou plus favorisés, mais ils ont appris à voir plus tôt, à interpréter ce que d'autres négligent et à agir avant que la voie ne soit tracée. La question centrale devient alors inévitable. Pourquoi certains voient pendant que d'autres attendent? La réponse se trouve moins dans les circonstances que dans l'état d'esprit. L'attention et la disposition intérieure à reconnaître l'opportunité avant qu'elle ne devienne évidente pour la majorité. Chapitre 1. L'opportunité est un état d'esprit. L'opportunité n'apparaît jamais d'abord dans le monde extérieur. Elle naît toujours dans la pensée, silencieusement, longtemps avant de prendre une forme concrète. C'est une vérité que peu de personnes acceptent réellement, car elle implique une responsabilité directe. Si l'opportunité ne se manifeste pas dans notre vie, ce n'est pas forcément parce qu'elle n'existe pas, mais parce que notre esprit n'est pas préparé à la reconnaître. L'histoire humaine regorge d'exemples où les mêmes circonstances ont offert des chemins radicalement différents à des individus placés pourtant au même endroit,
au même moment. Certains ont vu une porte là où d'autres n'ont perçu qu'un mur. Cette différence n'est ni magique ni injuste, elle est mentale. Tout commence dans la manière dont un individu interprète la réalité. La pensée agit comme un filtre permanent. Elle sélectionne, amplifie ou rejette les informations avant même que la conscience n'en prenne pleinement connaissance. Ainsi, deux personnes peuvent observer le même environnement économique, social ou professionnel, mais en tirer des conclusions opposées. L'une verra des risques, des limites, des raisons d'attendre ou de se protéger. L'autre y verra des possibilités, des leviers, des ouvertures à exploiter. Ce contraste n'est pas lié à l'intelligence brute, ni même à l'expérience, mais à l'état d'esprit dominant qui gouverne la perception. La mentalité d'abondance repose sur l'idée que les ressources, les idées, les occasions et les chemins de réussite ne sont pas limités à une minorité privilégiée. Elle ne nie pas la difficulté ni l'effort, mais elle affirme que le monde est suffisamment vaste pour offrir des opportunités à ceux qui savent observer, apprendre et agir. À l'inverse, la mentalité de pénurie enferme l'individu dans une vision étroite où tout semble rare, inaccessible ou réservé aux autres. Dans cet état mental, chaque réussite extérieure est perçue comme une menace, chaque changement comme un danger, chaque nouveauté comme une source potentielle d'échec. Cette mentalité de pénurie est souvent héritée, transmise inconsciemment par l'éducation, l'environnement social ou les expériences passées. Elle s'exprime par des phrases intérieures récurrentes. Ce n'est pas pour moi. Il est trop tard. Je n'ai pas les moyens. Le système est fermé. Les opportunités n'existent plus. Ces pensées, répétées jour après jour, finissent par devenir des convictions profondes. Et une conviction agit comme une instruction donnée à l'esprit, elle oriente l'attention, ferme certaines pistes et en ignore d'autres. L'individu ne voit pas moins d'opportunités parce qu'il est moins favorisé, il en voit moins parce que son esprit a appris à ne pas les chercher. L'esprit conditionne ce que l'on perçoit de la même manière qu'un projecteur éclaire une scène. Ce qui est dans l'ombre semble inexistant alors qu'il attend simplement d'être éclairé. Lorsqu'un esprit est entraîné à rechercher la stabilité avant tout, il percevra chaque mouvement comme un déséquilibre. Lorsqu'il est entraîné à rechercher la croissance, il percevra ces mêmes mouvements comme des occasions d'évolution. Le monde extérieur ne change pas instantanément, c'est l'angle de regard qui se transforme. Cette transformation intérieure est souvent imperceptible, mais ses effets sont profonds et durables. Le danger majeur réside dans l'attente passive. Beaucoup de personnes croient que l'opportunité est un événement spectaculaire, bruyant, évident, qui surgira un jour comme une récompense ou une révélation. Elles attendent un signe clair, une validation extérieure, une certitude absolue avant d'agir. Cette attente crée une illusion de prudence, mais elle est en réalité une forme sophistiquée de paralysie. Plus on attend que l'opportunité se manifeste clairement, plus on laisse passer celles qui exigent une perception fine, une intuition active et un courage initial. L'attente passive est souvent justifiée par la peur de se tromper. Pourtant, ce n'est pas l'erreur qui empêche la réussite, mais l'immobilité. L'opportunité ne se présente presque jamais sous une forme garantie. Elle commence souvent comme une idée imparfaite, une possibilité incertaine, une intuition fragile. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui voient des opportunités parfaites, mais ceux qui acceptent d'agir avant d'avoir toutes les réponses. Ils comprennent que la clarté vient souvent après le mouvement, et non avant. Voir avant de posséder est une loi fondamentale de toute réussite durable. Personne ne possède une opportunité avant de l'avoir mentalement reconnue. La possession matérielle, financière ou sociale n'est que la conséquence d'une appropriation intérieure préalable. Avant qu'un projet ne prenne forme, il existe comme une vision. Avant qu'une entreprise ne génère des revenus, elle existe comme une idée structurée dans l'esprit de quelqu'un. Avant qu'un chemin ne soit emprunté, il est d'abord imaginé, parfois timidement, parfois avec audace.
Cette capacité à voir avant de posséder demande un entraînement intérieur. Elle exige de remettre en question ses propres limites mentales, d'observer ses réactions face à l'inconnu et de transformer progressivement sa relation à l'incertitude. L'esprit habitué à la sécurité immédiate rejette spontanément ce qu'il ne maîtrise pas. L'esprit orienté vers l'opportunité apprend à dialoguer avec l'inconnu, à l'explorer sans se précipiter, mais sans le fuir non plus. Il est essentiel de comprendre que l'opportunité n'est pas un objet extérieur que l'on attrape, mais un processus intérieur que l'on active. Elle se développe à mesure que la pensée devient plus souple, plus attentive, plus stratégique. Elle se renforce lorsque l'individu cesse de se définir uniquement par son passé ou sa situation actuelle et commence à se projeter comme un acteur capable d'évolution. À cet instant précis, le regard change. Ce qui semblait invisible devient perceptible. Ce qui paraissait inaccessible commence à prendre une forme possible. Ainsi, l'opportunité n'est pas un privilège réservé à quelques élus, mais une compétence mentale accessible à ceux qui acceptent de transformer leur manière de penser. Elle n'exige pas d'attendre des conditions idéales, mais de développer une lucidité active. Elle ne récompense pas l'impatience aveugle, mais elle ne tolère pas non plus l'inaction prolongée. Elle appartient à ceux qui apprennent à voir, à discerner et à agir, même lorsque tout n'est pas encore parfaitement clair. C'est dans cet état d'esprit, et uniquement dans celui-ci, que les opportunités commencent réellement à exister. Chapitre 2. Pourquoi la majorité ne reconnaît jamais une opportunité? La majorité des êtres humains traversent la vie sans jamais reconnaître une véritable opportunité. Non parce qu'elles sont rares, mais parce qu'elles dérangent profondément l'ordre intérieur dans lequel ils se sont installés. L'opportunité, par nature, n'est jamais confortable. Elle ne s'inscrit pas dans la continuité rassurante des habitudes, mais dans une rupture silencieuse qui oblige à reconsidérer ses choix, ses croyances, et parfois même son identité. C'est précisément pour cette raison qu'elle passe inaperçue aux yeux de la majorité. Là où certains perçoivent une ouverture, d'autres ressentent une menace. Et ce réflexe n'est pas accidentel, il est le produit d'un conditionnement profond. Le confort est l'ennemi principal de toute reconnaissance d'opportunité. Non pas le confort matériel en lui-même, mais le confort mental, celui qui naît de la répétition, de la prévisibilité et de la familiarité. L'esprit humain s'attache naturellement à ce qu'il connaît, même lorsque ce connu est limitant. Une situation imparfaite mais stable est souvent préférée à une possibilité incertaine mais porteuse de croissance. Le confort crée une illusion de sécurité qui apaise temporairement l'anxiété, mais qui anesthésie aussi la vigilance et la curiosité. Dans cet état, l'individu ne regarde plus le monde comme un champ de possibilités, mais comme un territoire à défendre contre le changement. Cette recherche de confort transforme l'opportunité en perturbation. Lorsqu'une nouvelle possibilité apparaît, elle exige une adaptation, un effort cognitif, parfois une remise en question douloureuse. Elle oblige à apprendre, à désapprendre, à prendre des risques mesurés mais réels. Pour une majorité d'individus, ce coût psychologique est perçu comme supérieur aux bénéfices potentiels. Ils ne rejettent pas l'opportunité parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle menace l'équilibre fragile qu'ils ont construit. Ainsi, ils préfèrent ignorer ce qui pourrait les faire évoluer plutôt que de perturber ce qu'ils maîtrisent déjà. La peur du changement se déguise souvent en prudence. C'est l'un des mécanismes les plus subtils et les plus puissants de l'esprit humain. Sous couvert de sagesse, de réalisme ou de responsabilité, l'individu justifie son immobilité. Il se persuade qu'il attend le bon moment, qu'il analyse encore, qu'il se protège d'un échec inutile. En réalité, cette prudence apparente cache une peur profonde, celle de perdre ses repères, son statut, ou l'image qu'il a construite de lui-même.
Le changement n'effraie pas seulement par ses conséquences externes, mais par l'identité nouvelle qu'il impose intérieurement. Reconnaître une opportunité signifie admettre que la situation actuelle n'est pas définitive. Cela implique que ce que l'on est aujourd'hui pourrait ne pas suffire demain. Pour beaucoup, cette idée est inconfortable, voire insupportable. Elle remet en cause les choix passés, les sacrifices consentis et parfois même les renoncements rationalisés. Il est alors plus simple de qualifier l'opportunité de risqué, d'irréaliste ou d'inadapté que de reconnaître sa propre résistance intérieure. La peur du changement devient ainsi invisible, intégrée au raisonnement, normalisée dans le discours. L'éducation joue également un rôle central dans cette incapacité collective à reconnaître les opportunités. Dès l'enfance, la majorité des systèmes éducatifs valorise la conformité, la prévisibilité et la sécurité. On apprend à suivre des règles, à éviter les erreurs, à chercher des réponses correctes plutôt que des questions audacieuses. L'initiative personnelle, lorsqu'elle existe, est souvent encadrée, limitée, conditionnée à l'approbation d'une autorité. Ce modèle forme des individus compétents pour exécuter, mais rarement pour explorer. Il prépare à occuper une place existante, non à en créer une nouvelle. Cette éducation orientée vers la sécurité inculque une vision du monde où l'erreur est une faute plutôt qu'un apprentissage, et où l'incertitude est un danger plutôt qu'un terrain d'expérimentation. Dans un tel cadre mental, l'opportunité apparaît comme une anomalie, quelque chose qui sort du cadre établi. Elle ne correspond à aucun chemin balisé, à aucune garantie explicite. L'esprit formé à rechercher des instructions claires et des validations externes se retrouve démuni face à une possibilité qui exige une décision personnelle sans promesse immédiate de réussite. À cela s'ajoute l'influence du regard des autres, souvent sous-estimée mais profondément déterminante. L'être humain est un être social, sensible à l'approbation et à la reconnaissance. Le jugement extérieur agit comme une force invisible qui oriente les choix, parfois plus puissamment que la logique ou l'intuition. Reconnaître une opportunité, surtout lorsqu'elle est inhabituelle, implique souvent de s'écarter de la norme. Or, s'écarter de la norme expose à la critique, au doute, à l'incompréhension. Pour beaucoup, cette exposition est plus redoutée que l'échec lui-même. Le regard des autres crée un cadre implicite de ce qui est acceptable, raisonnable ou respectable. Sortir de ce cadre, même pour saisir une opportunité prometteuse, demande un courage intérieur que peu développent consciemment. La majorité préfère rester alignée avec les attentes collectives, même si cela signifie renoncer à une possibilité de croissance personnelle ou professionnelle. L'opportunité devient alors un risque social, un acte de désobéissance symbolique face aux normes établies. Il est important de comprendre que les opportunités effraient avant d'attirer. Elles ne séduisent pas immédiatement, car elles ne flattent pas les certitudes existantes. Elles interrogent, elles déstabilisent, elles provoquent une tension intérieure. Cette tension est souvent interprétée comme un signal négatif, alors qu'elle est en réalité le signe d'un potentiel de transformation. L'esprit non entraîné confond l'inconfort de la nouveauté avec un danger réel. Il réagit par le rejet, la minimisation ou le report indéfini. Ce mécanisme explique pourquoi tant d'opportunités sont reconnues rétrospectivement, une fois qu'elles ont été exploitées par d'autres. Ce qui semblait risqué hier devient évident aujourd'hui. Ce qui était ignoré devient soudainement désirable. Mais à ce stade, l'opportunité a changé de nature. Elle n'est plus une possibilité à créer, mais un modèle à imiter, souvent saturé et moins accessible. La majorité ne manque pas d'intelligence ou de ressources. Elle manque de préparation mentale à accueillir l'inconnu avant qu'il ne soit validé par la masse. Reconnaître une opportunité exige une disposition intérieure rare, la capacité de rester lucide dans l'inconfort,
de penser indépendamment des peurs collectives et de tolérer l'incertitude sans se figer. Cette disposition n'est pas innée, elle se cultive. Mais tant que le confort est sacralisé, tant que la prudence est confondue avec l'inaction, tant que l'éducation valorise la sécurité au détriment de l'initiative, la majorité continuera de passer à côté de ce qui pourrait transformer sa trajectoire. Ainsi, l'incapacité à reconnaître une opportunité n'est pas une fatalité individuelle, mais le résultat d'un ensemble de conditionnements mentaux, sociaux et culturels. Comprendre ces mécanismes est une étape essentielle pour s'en libérer. Car tant que l'opportunité est perçue comme une menace, elle restera invisible. Et tant que l'esprit cherchera avant tout à se protéger, il ne saura pas voir ce qui pourrait le faire grandir. Chapitre 3. Les fausses opportunités et les vrais pièges. Dans tout parcours orienté vers la réussite, il existe un danger plus subtil que l'absence d'opportunités, leur excès apparent. Là où certains se plaignent de ne rien voir, d'autres voient trop, ou plutôt croient voir trop. Le monde moderne regorge de propositions séduisantes, de promesses rapides, de raccourcis présentés comme des chances uniques. Pourtant, la majorité de ces propositions ne sont pas des opportunités réelles, mais des illusions soigneusement construites. Comprendre la différence entre une véritable opportunité et un piège déguisé est une compétence essentielle sans laquelle l'individu risque non seulement de stagner, mais de reculer. Une opportunité réelle se distingue par sa profondeur, sa cohérence et sa capacité à créer de la valeur durable. Elle ne promet pas une récompense immédiate sans effort, mais un potentiel de croissance fondé sur le temps, l'apprentissage et la contribution. À l'inverse, l'illusion rapide joue sur l'urgence, l'émotion et le désir de résultats instantanés. Elle flatte les attentes irréalistes et exploite la fatigue mentale de ceux qui cherchent une issue facile à une situation difficile. Là où la véritable opportunité appelle à la responsabilité, l'illusion cherche à l'éviter. L'attrait du gain facile est l'un des leviers les plus puissants utilisés par les fausses opportunités. Il repose sur une faiblesse humaine universelle, le désir d'obtenir plus avec moins. Moins d'efforts, moins de temps, moins de risques apparents. Ce désir n'est pas en soi condamnable, mais lorsqu'il devient le critère principal de décision, il ouvre la porte à toutes les manipulations. Les fausses opportunités prospèrent précisément parce qu'elles promettent ce que la réalité offre rarement. Une récompense disproportionnée par rapport à l'investissement réel. Dans ces promesses, le langage est soigneusement choisi. On parle de secrets, de méthodes exclusives, de systèmes automatisés, de revenus passifs sans compétences préalables. Tout est conçu pour court-circuiter l'analyse rationnelle et activer l'imaginaire. L'individu ne réfléchit plus en termes de valeur créée, mais en termes de résultats espérés. Il projette son désir sur la promesse, sans examiner la solidité de ce qui la soutient. C'est ainsi que l'illusion devient crédible, non parce qu'elle est logique, mais parce qu'elle est émotionnellement satisfaisante. Tout ce qui brille n'est pas une chance, et pourtant, l'esprit humain est naturellement attiré par ce qui capte l'attention. Les fausses opportunités excellent dans l'art de la mise en scène. Elles se parent de chiffres impressionnants, de témoignages sélectionnés, de symboles de réussite ostentatoire. Cette esthétique du succès agit comme un écran de fumée qui empêche de poser les bonnes questions. D'où vient réellement la valeur? Qui prend le risque? Qui gagne systématiquement, indépendamment des résultats promis aux autres? Ces questions sont rarement mises en avant, car elles dissiperaient l'illusion. Une véritable opportunité ne craint pas l'examen approfondi. Elle résiste au temps, à la réflexion, au doute. Plus on l'analyse, plus sa cohérence apparaît. À l'inverse, une fausse opportunité exige une décision rapide. Elle crée un sentiment d'urgence artificielle, suggérant que réfléchir trop longtemps équivaut à perdre sa chance. Cette pression temporelle
est un signal d'alerte majeure. Ce qui est réellement solide n'a pas besoin de précipitation pour exister. Ce qui est fragile, en revanche, doit être saisi avant que l'illusion ne s'effondre. Le discernement devient alors une qualité centrale. Il ne s'agit pas de méfiance excessive, ni de cynisme, mais d'une capacité à observer sans se laisser emporter. Le discernement consiste à séparer le possible du probable, le désirable du viable. Il demande de ralentir dans un monde qui pousse à accélérer, de réfléchir là où tout incite à réagir. Cette compétence se développe avec l'expérience, mais surtout avec une compréhension claire de ses propres motivations. Plus un individu est conscient de ses peurs et de ses désirs, moins il est manipulable. Les fausses opportunités ciblent souvent des moments de fragilité, périodes de doute, de transition, de pression financière ou sociale. Elles se présentent comme des solutions salvatrices, des sorties de secours. C'est dans ces moments que le discernement est le plus difficile à exercer, car l'émotion domine la raison. L'individu ne cherche plus la meilleure décision, mais un soulagement immédiat. Comprendre ce mécanisme permet de prendre du recul et d'éviter de confondre urgence personnelle et opportunité objective. Apprendre à dire non est l'une des compétences les plus sous-estimées dans le domaine des opportunités. Beaucoup associent le refus à la peur ou à la fermeture, alors qu'il est souvent le signe d'une clarté intérieure. Dire non à une fausse opportunité, c'est dire oui à son avenir. C'est protéger son temps, son énergie et sa crédibilité. Chaque engagement inutile consomme des ressources qui auraient pu être investies dans une voie plus alignée et plus féconde. Dire non demande du courage, car cela implique de renoncer à une promesse séduisante sans garantie immédiate de mieux. Cela implique d'accepter l'incertitude plutôt que l'illusion. Mais cette capacité à refuser ce qui n'est pas aligné constitue un filtre essentiel. Les individus qui réussissent sur le long terme ne sont pas ceux qui saisissent tout, mais ceux qui choisissent avec rigueur. Leur trajectoire n'est pas faite d'accumulation désordonnée, mais de décisions cohérentes, parfois discrètes, souvent incomprises sur le moment. Les vrais pièges ne sont pas toujours visibles. Certains se présentent sous une forme respectable, structurés, apparemment légitimes. Ils peuvent offrir des gains réels à court terme, tout en enfermant l'individu dans une dépendance ou une logique contraire à ses valeurs. Une fausse opportunité n'est pas nécessairement une escroquerie évidente. Elle peut être simplement une voie qui détourne du potentiel réel en échange d'un confort ou d'un avantage limité. Le piège réside alors dans le coût invisible, le temps perdu, l'énergie diluée, la vision brouillée. À long terme, la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent ne réside pas seulement dans les opportunités saisies, mais dans celles qui ont été consciemment évitées. La capacité à reconnaître un piège avant d'y entrer est souvent plus déterminante que celle de reconnaître une chance évidente. Cette lucidité protège l'intégrité personnelle et permet de construire une trajectoire fondée sur des choix réfléchis plutôt que sur des réactions impulsives. Ainsi, comprendre les fausses opportunités et les vrais pièges revient à comprendre la nature humaine elle-même. L'illusion prospère là où le désir n'est pas maîtrisé, là où la réflexion est sacrifiée à l'émotion, là où la promesse l'emporte sur la réalité. Développer le discernement, apprendre à dire non et accepter la lenteur des constructions solides sont autant d'actes de maturité. Ce sont ces actes silencieux, souvent invisibles, qui préservent l'avenir et rendent possible la reconnaissance des véritables opportunités lorsque celles-ci se présentent enfin. Chapitre 4. Observer le monde comme un terrain d'occasion. Observer le monde comme un terrain d'occasion n'est pas un talent inné réservé à quelques individus privilégiés, mais une discipline intérieure qui se cultive avec le temps, la patience et une certaine qualité de regard. La majorité des gens traversent la vie en réagissant à ce qui arrive, sans jamais réellement regarder ce qui se joue autour d'eux.
Ils voient les événements, mais ne perçoivent pas les structures invisibles qui les produisent. Or, l'opportunité ne se situe presque jamais à la surface des choses. Elle se cache dans les tensions, les manques, les dysfonctionnements et les attentes non satisfaites. Celui qui apprend à observer profondément transforme le monde entier en un champ de possibilités. Les problèmes sont, par nature, des opportunités déguisées. Là où la plupart voient un obstacle, une plainte ou une difficulté, l'esprit préparé voit une question à résoudre. Chaque problème persistant révèle une inadéquation entre une réalité et un besoin humain. Cette inadéquation est précisément l'espace où une opportunité peut naître. Plus un problème est répandu, plus il est ignoré ou accepté comme normal, plus il contient un potentiel latent. Ce n'est pas le problème en lui-même qui crée l'opportunité, mais le regard capable de le reconnaître comme tel. Beaucoup attendent des idées brillantes, des innovations spectaculaires ou des découvertes révolutionnaires pour parler d'opportunités. Pourtant, les occasions les plus solides naissent souvent de réalités banales. Une file d'attente trop longue, un service inefficace, une frustration récurrente, une complexité inutile. Ces situations sont si courantes qu'elles deviennent invisibles. L'esprit non entraîné s'y adapte ou s'en plaint, tandis que l'esprit stratégique s'interroge. Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi? Pourquoi personne n'a encore proposé une meilleure solution? Que ressent réellement la personne confrontée à ce problème? Lire les besoins humains plutôt que les tendances est une clé fondamentale. Les tendances sont visibles, bruyantes, souvent éphémères. Elles attirent l'attention, mais rarement la durabilité. Les besoins humains, en revanche, sont constants, profonds et universels. Besoin de sécurité, de reconnaissance, de simplicité, de gain de temps, de clarté, de dignité. Une opportunité fondée sur une tendance peut disparaître aussi vite qu'elle est apparue. Une opportunité fondée sur un besoin humain réel a de fortes chances de traverser le temps. L'erreur fréquente consiste à observer ce que font les autres au lieu d'observer ce dont les gens manquent réellement. Suivre les tendances conduit souvent à la saturation et à la compétition excessive. Lire les besoins demande une écoute plus subtile. Cela implique de s'intéresser aux frustrations quotidiennes, aux incohérences du système, aux attentes non exprimées. Les gens ne formulent pas toujours clairement ce dont ils ont besoin, mais leur comportement, leurs plaintes et leurs habitudes en disent long. Là où il y a frustration, il y a potentiel. La frustration est un signal. Elle indique que quelque chose ne fonctionne pas comme il le devrait. Pourtant, la plupart cherchent à éviter la frustration ou à la minimiser. L'observateur stratégique, lui, s'en rapproche. Il analyse ce qui provoque cette tension intérieure. Est-ce un manque de temps, un excès de complexité, une injustice perçue, une solution inefficace? Chaque frustration répétée est une invitation à comprendre et à améliorer. Beaucoup d'innovations majeures sont nées de frustrations simples. Non pas parce que leurs créateurs étaient plus intelligents que les autres, mais parce qu'ils ont pris au sérieux ce que la majorité considérait comme insignifiant. Ils ont refusé d'accepter l'inconfort comme une fatalité. Ils ont vu dans l'irritation quotidienne un appel à l'action. Cette capacité à transformer l'agacement en question constructive est au cœur de l'esprit d'opportunité. Observer le monde comme un terrain d'occasion exige également une grande retenue. L'observation silencieuse avant l'action est une étape souvent négligée. Dans une société qui valorise la rapidité et l'initiative immédiate, prendre le temps d'observer peut être perçu comme de l'hésitation. Pourtant, l'action prématurée est souvent la cause de l'échec. Celui qui agit sans comprendre le terrain agit à l'aveugle. L'observation silencieuse consiste à regarder sans vouloir immédiatement intervenir, à écouter sans chercher à répondre, à accumuler des informations sans tirer de conclusions hâtives.
Cette phase permet de distinguer les symptômes des causes, les signaux superficiels des dynamiques profondes. Elle permet aussi de se détacher de ses propres projections et désirs afin de voir la réalité telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Développer un regard stratégique ne signifie pas devenir froid ou calculateur, mais apprendre à relier les éléments entre eux. Le regard stratégique voit les liens là où d'autres voient des faits isolés. Il observe les comportements, les contraintes, les habitudes et les motivations. Il comprend que chaque système, qu'il soit social, économique ou culturel, produit des effets prévisibles. Là où un système génère de la souffrance ou de l'inefficacité, il crée mécaniquement un espace pour une alternative meilleure. Ce regard se développe par l'habitude de poser des questions pertinentes. Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Qui en bénéficie réellement? Qui en souffre? Quelles solutions sont absentes ou mal adaptées? Ces questions déplacent l'attention du superficiel vers l'essentiel. Elles transforment l'observation passive en analyse active. Peu à peu, le monde cesse d'apparaître comme un chaos d'événements et révèle des structures, des logiques et des répétitions. Observer comme un stratège implique aussi de se méfier des évidences. Ce qui semble normal est souvent le résultat d'une habitude collective, non d'une solution optimale. Beaucoup de pratiques persistent simplement parce qu'elles ont toujours existé. Elles ne sont ni efficaces ni justes, mais acceptées. L'opportunité naît souvent de la remise en question de ces évidences. Pourquoi fait-on ainsi? Est-ce réellement la meilleure manière? Que se passerait-il si l'on faisait autrement? Cette capacité à questionner le normal demande une certaine indépendance intellectuelle. Elle suppose de ne pas confondre popularité et pertinence. Ce n'est pas parce qu'une pratique est répandue qu'elle est nécessairement bonne. Ce n'est pas parce qu'une solution est rare qu'elle est irréaliste. L'observateur d'opportunité ose penser en dehors des cadres établis, non par provocation, mais par lucidité. Le monde moderne, malgré sa complexité apparente, est saturé de besoins non satisfaits. L'abondance de technologies n'a pas supprimé les frustrations humaines fondamentales. Elle en a parfois créé de nouvelles. Surcharge d'informations, perte de repères, isolement, inefficacité déguisée en sophistication. Autant de terrain fertile pour celui qui sait regarder au-delà de la surface technologique et revenir à l'humain. Observer le monde comme un terrain d'occasion, c'est finalement adopter une posture active face à la réalité. Ce n'est pas attendre que les circonstances soient parfaites, mais comprendre que les imperfections sont précisément ce qui rend l'action possible. Là où tout fonctionnerait parfaitement, il n'y aurait rien à améliorer, rien à proposer, rien à construire. Les dysfonctionnements ne sont pas des anomalies à subir, mais des indicateurs à interpréter. Cette posture transforme également la manière dont on perçoit l'échec et l'erreur. Une tentative qui ne fonctionne pas n'est pas nécessairement une perte, mais une observation supplémentaire. Chaque expérience affine le regard, précise la compréhension du terrain. Celui qui observe apprend, même dans l'action imparfaite. Celui qui ne fait que réagir n'apprend que rarement. Avec le temps, l'observateur développe une forme de calme intérieur. Il n'est plus pressé par chaque nouveauté, ni effrayé par chaque difficulté. Il sait que le monde est en mouvement constant et que les opportunités émergent là où peu prennent le temps de regarder. Ce calme n'est pas de la passivité, mais une confiance dans sa capacité à voir juste au moment opportun. Ainsi, observer le monde comme un terrain d'occasion, c'est apprendre à voir différemment ce que tous voient déjà. Ce n'est pas ajouter quelque chose à la réalité, mais retirer le voile de l'habitude, de la peur et de la distraction. C'est reconnaître que chaque problème porte en lui une possibilité, que chaque frustration signale un besoin, et que chaque besoin non satisfait est une invitation silencieuse à créer de la valeur. Celui qui développe ce regard
ne cherche plus désespérément les opportunités. Il les rencontre naturellement, parce qu'il a appris à voir là où la majorité ne regarde jamais. Chapitre 5. Le timing, voir trop tôt, voir trop tard. Le timing est l'un des éléments les plus mal compris lorsqu'il s'agit de saisir une opportunité. Beaucoup croient qu'il s'agit d'un facteur extérieur, presque magique, dépendant du hasard, des circonstances ou de la chance. En réalité, le timing est avant tout une affaire intérieure. Ce n'est pas seulement le moment où une opportunité apparaît qui compte, mais l'état de préparation de celui qui la perçoit. Voir trop tôt ou voir trop tard n'est pas un problème de calendrier, mais un problème de maturité, de discernement et de lucidité. Voir trop tôt est une erreur fréquente chez ceux qui sont impatients de réussir. Ils perçoivent une idée, un besoin ou une tendance avant que les conditions soient réellement réunies pour qu'elles prennent forme. Leur intuition n'est pas forcément fausse, mais elle est prématurée. Ils confondent vision et précipitation. L'idée est juste, mais le contexte ne l'est pas encore. Le marché n'est pas prêt. Les mentalités ne sont pas mûres. Les ressources nécessaires ne sont pas disponibles. Le résultat est souvent le même: découragement, incompréhension et sentiment d'avoir eu raison trop tôt. Cette erreur est particulièrement douloureuse car elle donne l'impression d'avoir été visionnaire sans avoir pu en récolter les fruits. Celui qui agit trop tôt se heurte à l'indifférence, au rejet ou à l'échec. Il peut alors conclure que le monde ne comprend rien, alors que le véritable problème est l'écart entre sa perception et la réalité du moment. Le timing exige de la patience autant que de la clairvoyance. Une idée, aussi pertinente soit-elle, ne devient une opportunité réelle que lorsque l'environnement est capable de l'accueillir. À l'inverse, voir trop tard est tout aussi fréquent, mais pour des raisons opposées. Ici, ce n'est pas l'impatience qui domine, mais la peur. La peur de se tromper, la peur de perdre, la peur de sortir du cadre connu. Celui qui voit trop tard perçoit l'opportunité seulement lorsqu'elle est déjà validée par les autres. Il attend des preuves, des garanties, des exemples de réussite. Il veut être rassuré avant d'agir. Mais au moment où l'opportunité devient évidente, elle cesse souvent d'être exceptionnelle. Voir trop tard, c'est entrer dans un mouvement déjà saturé. C'est agir lorsque la concurrence est forte, lorsque les marges sont réduites, lorsque l'innovation initiale s'est transformée en norme. Ce n'est pas nécessairement un échec, mais ce n'est plus une opportunité au sens profond. Celui qui arrive trop tard ne construit pas, il imite. Il ne crée pas un espace nouveau. Il occupe un espace déjà disputé. Le timing raté transforme une occasion prometteuse en combat difficile. Entre la précipitation et l'hésitation prolongée se trouve le moment juste. Ce moment n'est pas toujours visible extérieurement. Il se ressent intérieurement. Il correspond à un état où la compréhension du problème est suffisamment profonde, où la solution est suffisamment claire, et où les moyens d'action sont suffisamment alignés. Le moment juste n'est pas parfait, mais il est cohérent. Il n'exige pas une certitude absolue, mais une clarté suffisante pour avancer sans se trahir. Ce moment juste est souvent confondu avec l'absence de peur. Or, la peur ne disparaît jamais totalement. Ce qui change, c'est la capacité à agir malgré elle. Le bon timing n'est pas un moment où tout est sûr, mais un moment où l'on accepte l'incertitude sans être paralysé. Celui qui attend que toute peur disparaisse n'agira jamais. Celui qui agit sans aucune peur est inconscient. Le juste équilibre se situe entre lucidité et courage. Pourquoi le timing dépend-il plus de la préparation que de la chance ? Parce que l'opportunité ne se présente jamais sous une forme totalement nouvelle. Elle est souvent visible longtemps à l'avance, mais seulement pour ceux qui sont attentifs. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'apparition soudaine de l'occasion, mais la capacité à la reconnaître et à y répondre rapidement.
Deux personnes peuvent voir la même opportunité au même moment. L'une agit, l'autre hésite. La différence n'est pas dans la chance, mais dans la préparation. La préparation est intérieure avant d'être extérieure. Elle consiste à développer une compréhension claire de ses forces, de ses limites, de ses valeurs et de ses objectifs. Celui qui ne se connaît pas hésitera toujours au mauvais moment. Celui qui se connaît agit avec plus de justesse. La préparation, c'est aussi accumuler des compétences, des connaissances et des expériences qui permettent de réagir efficacement lorsque l'occasion se présente. Beaucoup cherchent le bon moment sans se rendre prêts. Ils attendent que les circonstances soient idéales, alors que leur propre état intérieur ne l'est pas. Ils espèrent que l'opportunité les transformera, alors que c'est la transformation préalable qui permet de saisir l'opportunité. Le timing ne se décide pas, il se mérite. Il est le résultat d'un travail invisible, souvent long, rarement spectaculaire. Se rendre prêt avant que l'occasion n'arrive est l'un des principes les plus puissants de toute réussite durable. Cela signifie agir même en l'absence d'opportunités visibles. Apprendre, observer, expérimenter, se discipliner, développer son jugement. Ce travail peut sembler inutile tant que l'occasion n'est pas là. Pourtant, c'est précisément ce travail qui permet de reconnaître le moment juste lorsqu'il surgit. Celui qui est prêt n'est pas surpris par l'opportunité. Il la reconnaît immédiatement, car elle correspond à ce qu'il a déjà compris. Il n'a pas besoin de longues délibérations, car il a déjà réfléchi aux conséquences possibles. Il n'agit pas dans la panique, mais dans la continuité de son chemin. À l'inverse, celui qui n'est pas prêt est soit paralysé par le doute, soit emporté par l'excitation, deux états également dangereux. Le timing juste implique également une écoute fine de la réalité. Il ne s'agit pas seulement de se préparer intérieurement, mais aussi de rester attentif aux signaux extérieurs. Les changements sociaux, économiques, culturels ou technologiques ne créent pas les opportunités, mais les révèlent. Celui qui observe attentivement ces signaux peut anticiper sans précipitation. Il sent venir le moment sans chercher à le forcer. Forcer le timing est une erreur courante. Vouloir absolument agir maintenant, parce que l'on a peur de manquer quelque chose, conduit souvent à des décisions mal alignées. À l'inverse, repousser indéfiniment l'action sous prétexte de prudence conduit à l'immobilisme. Le timing juste ne se force pas, il se respecte. Il demande de la patience active, non de l'attente passive. La patience active est un état paradoxal. Elle consiste à ne pas agir extérieurement tout en restant intérieurement en mouvement. Observer, réfléchir, ajuster, apprendre. Ce n'est pas l'inaction, mais la maturation. Celui qui pratique cette patience développe une sensibilité particulière au moment opportun. Il n'est ni pressé ni lent, il est attentif. Le timing est aussi une question de responsabilité. Agir trop tôt peut entraîner des conséquences négatives pour soi et pour les autres. Agir trop tard peut signifier manquer une occasion de créer de la valeur ou d'apporter une solution nécessaire. Le moment juste est celui où l'action est à la fois possible et légitime. Il respecte la réalité sans la subir. Avec le temps, celui qui comprend le timing cesse de courir après les opportunités. Il se concentre sur sa préparation. Il sait que les occasions viendront, non parce qu'il les attend, mais parce qu'il est devenu capable de les voir et de les saisir. Cette confiance transforme sa relation au temps. Il n'est plus dans l'urgence, ni dans le regret. Il est dans la présence. Voir trop tôt, voir trop tard, ce sont deux formes d'aveuglement. Le timing juste est une forme de lucidité. Il naît de l'équilibre entre l'intuition et l'expérience, entre le courage et la prudence, entre le désir d'agir et la capacité d'attendre. Celui qui maîtrise cet équilibre ne dépend plus du hasard. Il avance en harmonie avec le rythme des choses.
prêt à agir lorsque le moment se présente, sans se précipiter, sans se retenir, mais avec justesse. Chapitre 6. Saisir une opportunité exige du courage. Saisir une opportunité n'est jamais un acte neutre. Derrière chaque occasion réelle se cache toujours un prix à payer, souvent invisible au premier regard. Ce prix n'est pas seulement financier ou matériel, il est mental, émotionnel, parfois social. C'est précisément pour cette raison que si peu de personnes osent réellement saisir les opportunités qui pourraient transformer leur vie. L'opportunité attire par la promesse qu'elle porte, mais elle effraie par ce qu'elle exige en échange. Toute opportunité authentique demande un renoncement. Elle oblige à quitter quelque chose de connu pour entrer dans un territoire incertain. Ce peut être une habitude, une identité, une sécurité, une routine ou une image de soi. Tant que l'on cherche une opportunité qui ne demande aucun sacrifice, on ne cherche pas une opportunité, mais un confort amélioré. Or, le confort et la transformation ne cohabitent jamais longtemps. Quitter l'ancien pour accueillir le nouveau est l'un des passages les plus difficiles pour l'être humain. L'ancien peut être imparfait, frustrant, limité, mais il est familier. Il rassure parce qu'il est prévisible. Le nouveau, même prometteur, dérange parce qu'il est inconnu. Le cerveau humain préfère une certitude inconfortable à une incertitude porteuse de potentiel. Cette préférence explique pourquoi tant de personnes restent dans des situations qu'elles n'aiment pas tout en rêvant de changement. Le courage commence précisément à cet endroit, accepter de lâcher ce qui ne nourrit plus, même si cela semble risqué. Beaucoup attendent que l'ancien s'effondre complètement avant d'oser bouger. Ils espèrent une contrainte extérieure pour justifier leur décision. Pourtant, les opportunités les plus puissantes exigent un choix volontaire, non une fuite forcée. Celui qui attend d'être acculé agit dans la survie, non dans la construction. La peur de perdre est l'un des freins les plus puissants face à l'opportunité. Perdre de l'argent, perdre du temps, perdre une position sociale, perdre l'approbation des autres. Cette peur est naturelle, mais elle est souvent exagérée. L'esprit humain surestime ce qu'il risque de perdre et sous-estime ce qu'il peut gagner. Il imagine en détail les conséquences négatives, mais reste vague sur les bénéfices possibles. Ce déséquilibre fausse la prise de décision. À l'opposé de la peur de perdre se trouve la peur de regretter. Cette peur est plus silencieuse, mais plus profonde. Elle n'apparaît pas toujours immédiatement. Elle surgit avec le temps, lorsque l'occasion est passée, lorsque d'autres ont osé, lorsque la vie continue sans nous. Le regret n'est pas la douleur d'avoir échoué, mais la douleur de ne pas avoir essayé. Beaucoup peuvent vivre avec un échec, mais peu supportent durablement le sentiment d'être passés à côté de leur propre potentiel. Saisir une opportunité, c'est souvent choisir entre deux peurs. La peur immédiate de perdre et la peur différée de regretter. Le courage ne consiste pas à éliminer la peur, mais à choisir laquelle mérite d'être affrontée. Celui qui choisit toujours la sécurité immédiate reporte le risque, mais ne l'annule pas. Il le transforme en frustration lente, en insatisfaction diffuse, en sentiment de stagnation. Décider sans garantie est une autre caractéristique essentielle de toute opportunité réelle. S'il existait des garanties claires, tout le monde agirait. Une opportunité devient évidente seulement après coup. Avant cela, elle ressemble souvent à un pari raisonnable, jamais à une certitude. Celui qui attend des preuves absolues confond opportunité et évidence tardive. Il arrive toujours après que le terrain a été balisé par ceux qui ont osé sans garantie. La décision courageuse n'est pas une décision aveugle. Elle repose sur une analyse, une intuition, une préparation. Mais elle accepte une part irréductible d'inconnu. Cette part est inconfortable, mais elle est inévitable. Refuser l'inconnu, c'est refuser toute croissance.
La vie récompense rarement ceux qui exigent d'être rassurés avant d'agir. Le courage n'est pas une qualité spectaculaire. Il ne se manifeste pas toujours par des gestes visibles ou des ruptures dramatiques. Il est souvent discret, intérieur, silencieux. C'est le courage de dire oui quand tout en soi veut dire non. Le courage de continuer quand l'enthousiasme disparaît. Le courage de supporter l'incompréhension des autres. Car toute personne qui saisit une opportunité avant qu'elle ne devienne évidente sera forcément incomprise. L'opportunité isole temporairement. Celui qui ose se détache du groupe, au moins mentalement. Il pense différemment, agit différemment, avance à un rythme différent. Cette solitude peut être inconfortable. L'être humain est un être social, sensible au regard des autres. Pourtant, aucune trajectoire originale ne peut être validée immédiatement par la majorité. Le courage consiste aussi à accepter d'être seul pendant un temps. Il est important de comprendre que le courage ne garantit pas le succès. Il garantit seulement la dignité de l'action. Agir avec courage, c'est accepter la responsabilité de sa décision, quelle qu'en soit l'issue. Celui qui n'agit pas se protège temporairement de l'échec, mais se prive durablement de la possibilité de réussite. Le courage n'est pas l'assurance de gagner, mais la condition pour jouer la partie. Beaucoup confondent courage et impulsivité. L'impulsivité fuit l'inconfort par l'action rapide. Le courage, lui, traverse l'inconfort avec lucidité. Il ne nie pas les risques, il les regarde en face. Il ne se précipite pas, mais il ne se cache pas non plus derrière des excuses intellectuelles. Il agit quand l'essentiel est clair, même si tout ne l'est pas. Le passage obligé du courage transforme profondément celui qui ose. Même si l'opportunité ne produit pas immédiatement les résultats espérés, elle développe une force intérieure durable. Chaque décision courageuse élargit la zone de confiance en soi. Elle prouve à l'individu qu'il est capable d'agir malgré la peur. Cette preuve est souvent plus précieuse que le résultat extérieur. À l'inverse, chaque opportunité évitée par peur renforce l'habitude de l'évitement. L'esprit apprend à reculer, à justifier l'inaction, à rationaliser le renoncement. Avec le temps, cette habitude affaiblit la capacité de décision. Le courage, comme la peur, se cultive par la répétition. On devient courageux en posant des actes courageux, même modestes. Saisir une opportunité exige aussi de renoncer à l'illusion du contrôle total. Beaucoup veulent maîtriser tous les paramètres avant d'agir. Or, la vie ne fonctionne pas ainsi. Le courage accepte l'imperfection, l'adaptation, l'apprentissage en cours de route. Il sait que certaines réponses n'apparaissent qu'après l'engagement, jamais avant. Enfin, le courage est le seuil entre la vie subie et la vie choisie. Tant que l'on évite les décisions courageuses, on réagit aux circonstances. On s'adapte, on compense, on survit. Lorsque l'on ose, même imparfaitement, on commence à orienter sa trajectoire. L'opportunité devient alors non seulement un événement extérieur, mais un acte intérieur de souveraineté. Saisir une opportunité exige du courage parce que c'est un acte de responsabilité profonde. C'est accepter d'être l'auteur de sa vie plutôt que son spectateur prudent. Ce passage est exigeant, inconfortable, parfois effrayant. Mais il est aussi le seul chemin vers une existence alignée, consciente et pleinement habitée. Chapitre 7. Transformer une opportunité en réalité durable. Saisir une opportunité n'est que le début d'un long processus. L'opportunité, par sa nature même, est un point de départ, une possibilité, une étincelle qui peut s'éteindre aussi vite qu'elle apparaît si elle n'est pas nourrie par la constance et l'action réfléchie. Beaucoup de ceux qui reconnaissent les occasions échouent, non pas parce qu'ils n'ont pas eu de vision, mais parce qu'ils n'ont pas compris que transformer une opportunité en résultat tangible exige de la discipline, de la patience et une rigueur quotidienne.
La première condition pour faire durer une opportunité est la discipline. La discipline ne consiste pas simplement à suivre un plan, mais à créer un cadre mental dans lequel chaque action est orientée vers la concrétisation de la possibilité identifiée. Elle exige de résister aux impulsions immédiates qui détournent l'énergie de l'objectif principal. La discipline impose une constance invisible, faite de petites actions répétées, cumulées jour après jour, jusqu'à ce que les résultats apparaissent. Ceux qui échouent souvent manquent de cette régularité et s'épuisent dans des efforts sporadiques, brillants mais inefficaces. La constance est le moteur de la transformation. Une opportunité ne devient durable que si l'on persévère au-delà des premiers succès et des premières difficultés. Chaque opportunité réelle rencontre des obstacles inattendus, des résistances imprévues, des imprévus qui testent la détermination. La constance n'est pas un état passif, mais un engagement actif à continuer, à ajuster, à apprendre et à progresser, même lorsque les résultats immédiats semblent faibles ou inexistants. Elle forge la résilience, la capacité à traverser l'incertitude sans perdre le cap. La patience complète la discipline et la constance. Les résultats tangibles prennent du temps à se manifester, surtout lorsqu'il s'agit de construire quelque chose de significatif. L'illusion du gain rapide attire de nombreux aspirants entrepreneurs ou créateurs, mais la réalité est que la valeur durable ne se mesure pas dans l'immédiateté. Patience ne signifie pas inaction, elle signifie compréhension du rythme nécessaire à chaque projet, acceptation de l'apprentissage par étapes et capacité à résister à la frustration des délais. C'est dans la patience que l'opportunité prend racine et se développe de manière organique. Construire au lieu de consommer est un autre principe central. Trop souvent, l'opportunité est vue comme un objet de gratification immédiate, une chance de jouir rapidement d'un avantage matériel ou social. Ceux qui transforment une opportunité en succès durable comprennent que le vrai gain réside dans la construction, dans l'investissement de ressources, d'énergie et de réflexion. Construire signifie créer de la valeur réelle, que ce soit pour soi, pour un projet ou pour autrui. Consommer l'opportunité trop tôt, en cherchant le bénéfice immédiat, équivaut à éteindre l'étincelle avant qu'elle ne devienne feu. Résister aux distractions est également indispensable. Le monde moderne, avec ses stimulations constantes et ses sollicitations multiples, met à l'épreuve la concentration nécessaire pour transformer une opportunité. Les distractions sont multiples. Sollicitations sociales, informations superflues, tentations matérielles, doutes internes. Chacune détourne un peu d'énergie, un peu de temps, un peu de focus. Celui qui veut créer un résultat durable apprend à filtrer, à dire non, à préserver l'espace nécessaire à l'exécution de son projet. L'exécution elle-même est la vraie richesse. Reconnaître une opportunité et élaborer des plans sans passer à l'action n'a aucune valeur tangible. L'action transforme la pensée en réalité. L'exécution demande de la cohérence entre intention et effort. Elle ne se limite pas à un acte ponctuel, mais se prolonge dans la répétition, l'ajustement et l'amélioration continue. Chaque action bien orientée consolide l'opportunité et lui donne une assise solide, la transformant progressivement en succès durable. La transformation d'une opportunité implique aussi un apprentissage constant. Chaque étape, chaque obstacle rencontré, chaque décision prise nourrit l'expérience et renforce la capacité à gérer des occasions futures. L'opportunité n'est pas seulement un événement externe, elle devient un vecteur de développement personnel, d'acquisition de compétences et de maturité stratégique. Le succès durable ne réside pas dans l'effet immédiat, mais dans la construction progressive d'une capacité à répéter l'expérience et à la reproduire avec efficacité. Savoir prioriser est une compétence clé dans ce processus.
Toutes les opportunités ne méritent pas d'être poursuivies simultanément. Identifier celles qui correspondent le mieux à ses compétences, à ses ressources et à ses valeurs permet d'éviter la dispersion et d'augmenter les chances de réussite durable. Chaque choix de concentration est un choix de profondeur, un engagement à approfondir plutôt qu'à effleurer superficiellement. Enfin, transformer une opportunité en réalité durable nécessite une vision à long terme. La vision est le fil conducteur qui relie la discipline, la constance, la patience et l'exécution. Elle est la carte qui permet de naviguer malgré les incertitudes et les échecs temporaires. Elle maintient l'énergie orientée vers l'objectif ultime et guide les décisions quotidiennes. Sans vision claire, l'opportunité peut se diluer dans l'instantanéité et disparaître avant d'avoir produit ses fruits. Transformer une opportunité en réalité durable insiste sur le fait que l'opportunité n'est qu'une graine. La transformer en résultat tangible exige discipline, constance, patience, construction réfléchie, résistance aux distractions et vision stratégique. L'exécution, plus que la reconnaissance, est ce qui crée la vraie richesse et établit la durabilité de toute réussite. Chaque décision courageuse, chaque effort répété et chaque action consciente consolide le potentiel initial et permet à une opportunité de s'épanouir pleinement, laissant derrière elle un impact tangible et durable. Chapitre 8. Opportunités modernes, là où personne ne regarde. Les opportunités modernes ne se trouvent plus seulement dans les places visibles et bruyantes du monde économique. Elles se cachent souvent là où personne ne pense à chercher, dans les interstices de nos sociétés, dans les compétences ignorées, les environnements négligés et les réseaux que la majorité considère comme insignifiants. Comprendre où regarder est le premier pas pour ceux qui veulent saisir ce que beaucoup manquent. Dans un monde saturé d'informations et de distractions, l'œil exercé voit là où les autres glissent sans remarquer la richesse potentielle. L'opportunité n'attend pas la reconnaissance. Elle attend celui qui sait observer. La première source d'opportunités modernes réside dans les compétences sous-estimées. Les talents que l'on juge mineurs ou dépassés peuvent devenir des leviers puissants lorsque le contexte les valorise. Une connaissance technique oubliée, une méthode ancienne revisitée, une compétence pratique que l'on pense obsolète peuvent soudain se transformer en avantage stratégique. L'innovation moderne ne consiste pas toujours à inventer ce qui n'existe pas, mais à réévaluer et réadapter ce qui existe déjà. Ceux qui reconnaissent la valeur cachée dans les compétences ignorées prennent une longueur d'avance sur ceux qui suivent aveuglément les tendances. Les environnements négligés constituent la deuxième source d'opportunités. Là où la majorité perçoit le banal ou l'inutile, le regard stratégique voit du potentiel. Une ville, un quartier, une niche industrielle ou un domaine d'activité peuvent sembler anodins, mais contiennent souvent des besoins non satisfaits ou des ressources inexploitées. Observer un environnement demande patience et attention. Il faut savoir écouter, analyser et comprendre la dynamique sous-jacente. La valeur se cache là où l'on prête peu attention. Celui qui s'attarde à observer les détails, à étudier les flux, à anticiper les besoins, découvre des occasions invisibles aux yeux de tous. Les réseaux invisibles représentent une troisième dimension essentielle. Les relations que l'on considère comme ordinaires ou marginales peuvent se transformer en vecteurs puissants d'opportunités. Les collaborations inattendues, les liens faibles, les interactions informelles, les communautés en ligne ou locales souvent ignorées sont autant de canaux où l'information circule avant d'être révélée au grand public. L'art moderne de l'opportunité consiste à savoir identifier, cultiver et connecter ces réseaux. La puissance d'un réseau ne se mesure pas seulement à sa taille, mais à sa qualité et à son accessibilité à des idées et ressources uniques. Les problèmes locaux offrent des solutions universelles. Beaucoup passent leur temps à chercher des idées grandioses ou lointaines.
alors que la richesse se trouve souvent dans la résolution de problèmes quotidiens et immédiats. Un besoin simple, bien compris et bien adressé peut générer un impact immense si l'on applique les bonnes méthodes. L'observation attentive et la compréhension de ces problèmes permettent de concevoir des solutions qui s'adaptent ensuite à d'autres contextes, parfois même globaux. Le local devient alors la rampe de lancement de l'universel. Le présent est souvent plus riche qu'on ne le croit. Dans l'accélération permanente de la vie moderne, beaucoup ne prennent pas le temps de regarder autour d'eux, de sentir les changements subtils, de percevoir les nouvelles dynamiques, les tendances émergentes, les shifts technologiques, les mouvements sociaux, la transition écologique. Le numérique ou même les micro-tendances sont autant de terrains fertiles pour ceux qui savent observer. L'opportunité moderne exige une vigilance constante, un esprit ouvert et la capacité de relier ce qui semble disparate. La richesse se révèle à celui qui cherche au bon endroit, avec les bons filtres, à la bonne profondeur. Reconnaître une opportunité là où personne ne regarde demande courage et curiosité. Il faut accepter de s'aventurer hors des sentiers battus, de se confronter à l'inconnu, parfois au ridicule, et de prendre des risques calculés. Ceux qui se contentent de suivre le flux se perdent dans l'évidence, alors que l'innovation, la différenciation et la réussite durable naissent dans les zones délaissées, invisibles ou ignorées par la majorité. La vision moderne consiste à créer un regard actif, capable de déceler la valeur cachée dans l'ordinaire. La patience et la persévérance sont indispensables pour transformer ces opportunités invisibles en réalité. Ce n'est pas parce qu'une chance se montre discrète qu'elle est immédiate. L'observation doit être suivie d'actions répétées, mesurées, réfléchies et parfois invisibles aux autres. Ceux qui savent combiner vigilance, courage et exécution font émerger des résultats durables. L'opportunité moderne n'appartient pas à celui qui la voit une fois, mais à celui qui la suit, l'éprouve, la construit et la fait croître malgré l'absence de reconnaissance initiale. CETT chapitre. Ne regarde montre que les occasions les plus précieuses ne sont pas toujours celles qui frappent à la porte de façon évidente. Les compétences sous-estimées, les environnements négligés, les réseaux invisibles. Les problèmes locaux et la richesse du présent offrent un terrain inépuisable pour celui qui sait regarder, analyser et agir. L'opportunité moderne est un exercice de vision, de patience, de courage et d'action réfléchie. Le véritable avantage appartient à ceux qui savent voir ce que la majorité ignore, comprendre ce qu'elle néglige et transformer ces perspectives invisibles en résultats concrets et durables. Chapitre 9. L'éthique de l'opportunité. Saisir une opportunité sans conscience est une erreur dont les conséquences dépassent largement la satisfaction immédiate. Ce chapitre explore comment la véritable réussite ne se mesure pas seulement par le gain ou la vitesse de l'exécution, mais par l'intégrité avec laquelle chaque décision est prise. Dans un monde où le profit et la rapidité sont souvent glorifiés, Henry Harrison Brown rappelle que l'éthique constitue la fondation indispensable de toute action durable. L'opportunité dépourvue de responsabilité, même si elle semble attrayante, peut provoquer des déséquilibres, créer des pertes invisibles et miner la confiance des autres. Une action qui ne tient pas compte de son impact sur l'environnement, la société ou les individus finit par se retourner contre celui qui l'a entreprise. Ainsi, l'éthique ne doit pas être considérée comme un frein à l'action, mais comme un guide pour transformer les chances en réussite durable et respectable. Créer de la valeur réelle est le premier impératif de toute opportunité éthique. Cela signifie que chaque mouvement doit contribuer positivement au-delà du simple profit immédiat. Une idée, une entreprise, un projet ou une initiative qui ne produit pas de bénéfices tangibles pour les autres reste vide, même si elle enrichit temporairement celui qui la saisit. Brown insiste sur la nécessité de mesurer l'impact concret. L'argent,
le temps, les ressources et l'énergie investie doivent générer un retour qui dépasse la simple accumulation. Le succès authentique réside dans la capacité à enrichir la vie des autres tout en renforçant sa propre position. L'éthique exige donc de considérer le bien collectif, d'évaluer les besoins réels et de répondre avec des solutions qui honorent autant les principes que les objectifs personnels. S'enrichir sans détruire constitue la deuxième pierre angulaire de l'éthique appliquée aux opportunités. Dans l'histoire des affaires et des projets humains, de nombreuses réussites ont été construites sur la souffrance des autres, la surexploitation des ressources ou la manipulation des systèmes. Brown rappelle que chaque action a des conséquences directes et indirectes. L'opportunité qui détruit ou exploite finit par générer des répercussions négatives, perte de réputation, instabilité à long terme et même l'échec futur. Saisir une chance sans nuire exige vigilance, discernement et parfois le courage de refuser des gains faciles. L'opportunité véritablement éthique ne consiste pas à éliminer les obstacles à tout prix, mais à créer des voies durables où chacun, même indirectement, peut tirer profit de manière équitable. La responsabilité individuelle est indissociable de ce processus. L'éthique de l'opportunité souligne que l'individu qui agit sans conscience engage non seulement son destin, mais influence également l'environnement autour de lui. Chaque décision, qu'elle soit petite ou stratégique, possède un effet multiplicateur. La responsabilité ne se limite pas à respecter la loi ou les normes sociales. Elle implique une introspection constante, une évaluation des conséquences et une volonté de corriger le tir si nécessaire. Le véritable entrepreneur ou observateur d'opportunités doit comprendre que sa liberté d'agir s'accompagne de l'obligation morale de ne pas nuire et même, autant que possible, de contribuer au bien commun. Le succès aligné avec l'intégrité est la dernière étape de ce chemin. Brown insiste sur le fait que l'opportunité éthique n'est pas incompatible avec la prospérité. Au contraire, l'intégrité et la transparence renforcent la confiance, ouvrent des réseaux, créent des partenariats durables et génèrent un capital social et humain inestimable. Une réussite obtenue en trahissant des principes ou en exploitant des failles ne tient que temporairement. La véritable opportunité, celle qui transforme la vie et inspire les autres, repose sur un équilibre entre ambition et conscience, entre efficacité et respect des valeurs. Les individus qui apprennent à harmoniser leurs actions avec leur éthique découvrent non seulement des résultats matériels, mais aussi une satisfaction profonde et un sentiment de légitimité face à leurs choix. Ce chapitre démontre que la chance ou la perspective seule ne suffit pas. L'opportunité moderne, puissante et complexe, exige discernement, responsabilité, respect et vision à long terme. Saisir une opportunité de manière éthique transforme l'instant en héritage durable, le gain personnel en valeur collective et la réussite en force constructive. Ceux qui comprennent et appliquent ces principes ne se contentent pas de naviguer dans le monde des affaires et des idées, ils créent un impact réel et positif, respectent l'équilibre entre ambition et humanité et montrent la voie à ceux qui cherchent à prospérer sans trahir leur conscience. Chapitre 10. Le message de Henry Harrison Brown. Brown s'adresse à l'homme moderne avec une pertinence qui dépasse son époque. Brown comprenait que l'opportunité ne se limite jamais à un instant ou à un événement visible, mais qu'elle réside avant tout dans la conscience, la préparation et la capacité à percevoir ce que les autres ignorent. Dans notre monde saturé d'informations, d'écrans et de distractions permanentes, l'individu contemporain est souvent aveuglé par le bruit environnant. L'opportunité moderne exige donc plus que jamais de savoir filtrer, de distinguer l'essentiel de l'accessoire et de retrouver la capacité de penser par soi-même. C'est ce retour à l'essentiel que Brown préconise,
invitant chaque lecteur à redevenir acteur conscient de sa trajectoire plutôt que spectateur passif de sa vie. Voir clairement dans un environnement saturé d'informations demande une discipline mentale et une vigilance constante. L'homme moderne est entouré de propositions multiples, de tendances éphémères et de promesses de gains rapides. Mais rares sont ceux qui prennent le temps de distinguer ce qui a un véritable potentiel durable de ce qui n'est qu'un leurre temporaire. Brown avertit que l'opportunité véritable ne se manifeste pas toujours sous la forme d'une lumière éclatante, d'une publicité criarde ou d'une offre spectaculaire. Elle se cache souvent derrière des problèmes, des besoins ignorés ou des situations que la majorité considère comme insignifiantes. Apprendre à observer avec patience et à percevoir les détails invisibles est une compétence essentielle pour transformer une chance en réussite durable. Le message de Brown souligne également l'importance de l'indépendance de pensée. Dans une société où l'opinion des autres, les modes et les standards dominants influencent constamment nos choix, il devient facile de suivre des trajectoires toutes tracées, de participer à des projets dépourvus de sens ou d'ignorer les occasions qui exigent un jugement personnel. L'homme moderne qui souhaite prospérer dans la durée doit se réapproprier sa capacité à décider de manière autonome, en s'appuyant sur sa propre observation, son analyse et ses valeurs. Penser par soi-même devient ainsi la première condition pour identifier et saisir une opportunité authentique. Brown insiste aussi sur la nécessité de revenir à l'essentiel. Les distractions contemporaines, réseaux sociaux, publicité, sollicitations constantes et promesses de gains rapides créent un brouillard qui empêche la vision claire. L'opportunité ne réside pas dans la multitude de choix superficiels, mais dans la capacité à identifier ce qui compte vraiment, ce qui peut produire une valeur réelle et durable. Cela implique de hiérarchiser, de concentrer ses efforts sur des actions cohérentes et de ne pas se laisser emporter par l'instantanéité. La véritable opportunité exige un engagement réfléchi, la patience et le courage de persévérer face aux obstacles. Dans ce contexte, le message de Henry Harrison Brown pour aujourd'hui révèle également que l'opportunité exige de redevenir acteur de sa vie. Beaucoup attendent que les circonstances changent ou que la chance tombe sur eux. Mais Brown rappelle que la chance est souvent le résultat d'une action consciente et préparée. Ceux qui s'approprient leur trajectoire, qui prennent l'initiative, qui observent, analysent et décident avec courage, découvrent des occasions que la majorité laisse passer. L'opportunité devient ainsi un pont entre l'intention, la préparation et l'action. Enfin, le message de Brown reste intemporel. Pour prospérer dans un monde moderne complexe et bruyant, il faut cultiver l'attention, la conscience et la discipline intérieure. Saisir les bonnes opportunités ne dépend pas de la chance, de l'âge ou de la situation extérieure, mais de la capacité à voir ce que les autres ne voient pas, à agir avec courage et éthique et à persévérer avec constance. La richesse durable ne se construit pas dans l'impatience ou la précipitation, mais dans la maîtrise de soi, la réflexion stratégique et la détermination à transformer les occasions en réalité concrète. L'homme qui comprend et applique ce message découvre que la vraie puissance réside dans la clarté de la vision, la précision des actions et la fidélité à ses principes, ce qui lui permet non seulement de saisir les opportunités, mais de créer celles qui ne sont visibles que pour ceux qui savent observer avec discernement. Le message central de Henry Harrison Brown dépasse le simple contexte économique ou entrepreneurial. Il s'agit avant tout d'un appel à la vigilance, à la conscience et à l'action réfléchie. L'opportunité n'est jamais donnée sur un plateau. Elle ne crie jamais pour attirer l'attention de la majorité. Elle est discrète, parfois déguisée en problème, en obstacle ou en situation banale, et seuls ceux qui savent observer avec patience, discernement et lucidité sont capables de la reconnaître. Brown insiste sur le fait que l'opportunité est avant tout un révélateur intérieur. Elle met en lumière la préparation, l'intention,
le courage et l'état d'esprit de celui qui sait voir. Ce livre rappelle que personne ne peut saisir une chance à notre place. Les occasions ne peuvent être partagées ni imposées, elles dépendent entièrement de notre capacité à percevoir ce qui échappe à la plupart des autres. La vigilance mentale, la réflexion constante et la discipline intérieure deviennent alors des outils essentiels. L'opportunité n'est pas un événement extérieur indépendant de nous, mais la rencontre entre une situation extérieure et un esprit préparé à la saisir. Ainsi, elle récompense ceux qui cultivent leur attention, développent leurs compétences et osent agir malgré l'incertitude, le risque et la peur de l'échec. La conclusion de Brown incite également à changer de regard sur le monde. Là où beaucoup voient uniquement des obstacles, des contraintes ou des routines, l'œil avisé découvre des chemins inexplorés et des possibilités insoupçonnées. L'opportunité se cache souvent dans l'ordinaire, dans ce que la majorité ignore ou considère comme insignifiant. Adopter cette perspective demande un effort conscient. Apprendre à observer avant d'agir, à écouter avant de décider et à penser par soi-même plutôt que de suivre aveuglément la foule. C'est dans cette capacité à transformer le regard que naît la véritable puissance de l'individu. Enfin, Brown invite chaque lecteur à prendre la responsabilité de sa propre vie, de ses choix et de ses réussites. Le courage, la patience, l'éthique et la constance ne sont pas des options, mais des conditions pour transformer une simple chance en un succès durable et significatif. Le livre se clôt sur une idée forte et mémorable. Les opportunités n'appartiennent pas aux rêveurs passifs, ni aux spectateurs attentifs, aux seules illusions visibles. Elles appartiennent à ceux qui osent voir, à ceux qui agissent avec discernement, et à ceux qui transforment la perception en actions concrètes, éthiques et fructueuses. Ceux qui comprennent et appliquent cette leçon découvrent que le monde est toujours plein d'occasions, mais que seules celles qui sont saisies avec courage, conscience et constance deviennent des réalités durables.